Bonjour à tous. Alors je vais commencer par vous faire travailler. Je vais vous poser deux questions. La première, qui n'a jamais entendu parler de numériquement responsable, enfin de numérique responsable? Jamais entendu parler, hein. Je suis non négatif. La deuxième question, est-ce que vous avez dans votre entreprise des démarches autour du numérique responsable? Est-ce que vous y contribuez? Parfait. Merci. Donc, je m'appelle Yannick Tremblay, je suis en charge de l'innovation au sein du groupe Rocher. Et le groupe Rocher, c'est plusieurs entreprises, dont deux emblématiques que vous connaissez certainement, Yves Rocher et Petit Bateau, qui fêtent ses 130 ans cette année. En 2019, le groupe a entrepris la démarche de devenir une entreprise à mission. Son autre mission est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et au travers de cette mission, en fait, ça nous permet de continuer une activité commerciale, mais s'engager aussi dans une démarche environnementale ou sociétale. Et ça fait partie de l'ADN du groupe depuis l'origine, en particulier pour la marque Yves Rocher. Et c'est au travers de cette démarche que nous avons défini notre ambition côté équipe IT, basée sur 4 piliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail des piliers, mais au moins sur le second, pour parler d'éco-conception et d'éco-design, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui autour des API. Et c'est dans le cadre de ce challenge qui nous a été mis au sein du groupe que j'ai participé au collectif API Thinking, qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises, des domaines d'activité totalement différents, du bancaire, de la santé, de la finance, du retail. Et on a un réseau sur lequel on échange. Et dans le cadre de ce collectif, on a entamé une démarche il y a un peu plus d'un an et demi, dans un atelier autour des API numériquement responsables. Et en fait, on s'est concerté entre plusieurs personnes du groupe, avec Julien, entre autres, Julien Brun de L'Oréal et Eliana, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle est la valeur qu'on peut apporter autour des API, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition? Et en fait, avec une démarche qui est de dire, ce qu'on veut faire, c'est on le met à disposition de la communauté, que tout le monde puisse se l'approprier, tout le monde puisse le tester, tout le monde puisse voir ce que ça peut apporter, et de définir derrière une grille d'évaluation, ce que je vais vous présenter juste après, mais aussi une démarche et aller un peu plus loin, des exemples très précis sur ce que ça peut apporter. Et donc c'est au travers de cet atelier Sustainable API numériquement responsable qu'on a mis ça en avant. Alors juste quelques petites précisions. Aujourd'hui, le numérique est le 4e vecteur de gaz à émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle mondiale. Ce sont des chiffres de 2019. Juste pour faire un petit sondage, il y a 3 tiers aujourd'hui qui sont considérés autour du numérique. On a les équipements, donc les devices, les PC, les téléphones, les objets connectés. Il y a les infrastructures, donc ce qui permet de se connecter au centre de données. Et ensuite, il y a les réseaux. À votre avis, quel est le secteur, le tiers le plus impactant? Est-ce les équipements? Je voulais juste lever la main si vous voulez bien. OK. Est-ce le réseau? Ou est-ce les centres de données? Ça, c'est amusant. Mais en fait, ce sont les équipements des individus. Nos équipements, parce que par le biais de la fabrication, est le plus impactant aujourd'hui en termes d'environnement. Mais en fait, il y a un lien direct avec les API. C'est que derrière ces équipements, il y a des applications. Et l'obsolescence que nous faisons sur nos applications a une importance et une incidence sur le fait de les renouveler. Il y a un rapport qui est sorti il y a à peu près 2 mois de l'ARCEP et de l'ADEME qui explique que si on ne fait rien entre 2020 et 2030, l'émission de carbone autour du numérique va tripler. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipements qui sont plus frugales, qui consomment moins d'énergie. Les antennes 5G consomment moins d'électricité pour produire. Sauf que derrière, on a augmenté nos usages, on a augmenté les bandes passantes sur nos équipements. On a mis en place des objets connectés un peu partout et on continue de le développer. L'IA générative, est très consommatrice en ressources pour l'entraînement des modèles, mais aussi pour les utilisations. Or, c'est grâce peut-être à ces IA qu'on arrivera peut-être à réduire nos consommations d'énergie. Et en fait, au travers de tous les équipements et tout ce qui a attrait autour du numérique, on va retrouver un élément clé, ce sont les API. Elles sont partout, en fait. Et c'est un point important pour la suite de la présentation. Donc, pour vous parler de l'API Green Score, aujourd'hui, c'est une grille d'évaluation. L'objectif était de mettre dans la même pièce, autour des mêmes problématiques, les consommateurs d'API et les producteurs d'API. Et de se poser la question, c'est comment je consomme de manière frugale ou de manière intelligente ce qui est mis à disposition, et comment je conçois de manière frugale et intelligente les API que je mets à disposition. Pour ces travaux, on est parti sur 7 domaines différents. L'objectif était de clarifier le sujet et de se dire quels sont les points les plus importants sur lesquels on veut travailler, sur lesquels on veut avancer. Ça nous a permis de définir une méthode d'évaluation et puis surtout des exemples très précis, très concrets sur la mise en avant. Et enfin, on a obtenu l'évaluation d'une grille qui va de A à E,
En fait, cette grille, elle a de sens dans votre entreprise, dans votre école, dans votre ESN, juste pour votre domaine. On ne s'amuse pas à comparer une entreprise à une autre. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez avoir dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine des équipements électroniques. L'objectif est vraiment de faire un état des lieux au sein de votre organisation, de s'évaluer et de s'améliorer. Et la dernière chose, il est important que cette grille d'évaluation soit partagée avec l'ensemble des personas que vous avez dans votre entreprise. De bien comprendre les règles, et si les règles ne sont pas claires, eh bien de les retravailler et de les pousser un peu plus loin, voire les supprimer. Alors, si je vous présente ici les 7 domaines, c'est que pour que vous ayez une idée de la globalité des sujets sur lesquels on voulait aborder. On passe du cycle de vie des API. Vous avez probablement eu des talks, et le talk qui était juste avant en parlait en fait autour de la plateforme d'API Management, de l'API Portal. Eh bien, c'est un endroit où vous allez pouvoir parler de vos API, comment vous les exposez, qui sont vos consommateurs. Je rentrerai dans le détail des 3 premières, juste pour vous expliquer ce qu'on avait comme idée derrière. Mais l'objectif était de classifier et d'organiser un peu l'évaluation de la grille qu'on voulait mettre en avant. Donc, dans les domaines, nous avions le cycle de vie, la façon dont on veut échanger nos données entre nos différentes API, la façon dont on structure nos données, la façon dont on met en place des architectures qui vont derrière les architectures sous-jacentes, les outils qui vont être mis à disposition pour aller analyser, scruter, voir ce qui se passe et mesurer, les infrastructures qui sont derrière. Alors, il y a bien un distinguo entre infrastructure et architecture. Architecture, on est plutôt dans le conceptuel, bien en amont. L'infrastructure, on est sur l'opérationnel et là où ça va faire mal quand c'est en prod. Et puis le volet communication, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait, vous expliquer les travaux qu'on est en train de faire et les visuels et les éléments de questions qu'on se pose. Sur chaque cadre, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qui est concerné. Donc si je prends le cycle de vie, à qui adresse-t-on cette question? Est-ce que c'est pour les utilisateurs? À quel moment veut-on le faire? Combien de fois on appelle cette API? Quelles sont les versions qui sont utilisées? Est-ce qu'on peut les décommissionner? Et à chaque élément de question, on se demande, mais qui gouverne cette information? Qui gouverne l'API Management? Quels sont les outils qu'on a à disposition pour mesurer les résultats ou le nombre d'appels qu'on peut avoir? Et puis les différents éléments de KPI qu'on peut avoir avec les règles qui commencent à apparaître. Dans ce slide, vous voyez le nombre de versions par API. Et bien pour nous, ça va être une règle qu'on va mettre à disposition. On a un autre domaine sur les échanges de données. Comment on partage les informations entre les différents systèmes d'information? Quel est le format des échanges? Quelle est la taille des échanges? Souvent, on ne se pose pas la question, quand on crée une API, quel va être le poids du message que je vais récupérer, le poids de l'information que je vais avoir. On a des très bons outils qui permettent de le faire, qui permettent d'avoir une analyse, mais dans le long terme et avec la volumétrie, on commence à perdre cette information. D'où l'importance d'avoir l'élément clé dès le début et de mettre à disposition de tout le monde, à la fois des consommateurs et des utilisateurs, et des producteurs, pardon. Et puis sur la partie data, eh bien c'est comment je mets en place des systèmes de cache. Est-ce que je produis toutes les données d'un seul coup? Est-ce que je vais remonter les 500 informations qui sont nécessaires parce qu'au cas où j'en aurai besoin un jour? Est-ce que je vais mettre en place des systèmes de pagination? Donc voilà le mode de fonctionnement qu'on a eu sur ces 7 domaines. Mais 7 domaines, c'est complexe à évaluer, c'est complexe à découper pour y faire une grille d'évaluation. Et pour être beaucoup plus pragmatique, on a décidé d'en définir 4 catégories. Alors, 7 domaines, 4 catégories, vous inquiétez pas, je fais le lien juste après. Les catégories, en fait, c'est pour donner un poids sur chaque évaluation, chaque règle qu'on va pouvoir avoir. Il y a des poids sur lesquels on va pouvoir agir plus facilement. Le design, typiquement, quand je suis développeur d'une API, je peux travailler sur le design. J'ai une influence importante. Sur l'usage, quand je suis un consommateur d'API, d'aller requêter plusieurs fois mon API, je suis acteur de l'impact que je peux avoir derrière. Quand je vais télécharger une vidéo, que je vais regarder une vidéo en streaming, et si je la demande en 4K sur mon mobile, est-ce que ça fait du sens? Mais si l'API me permet de réduire le filtre, de réduire la capacité, le volume de données que je vais échanger, eh bien moi, en tant que consommateur, je peux agir. Et puis on a des 2 éléments qui sont un peu parallèles, qui sont l'architecture et les logs. Et les logs, en fait, c'est ce qui va driver tout le poids de ce qu'on peut avoir derrière autour de nos API. Alors je vous disais, 4 catégories, 7 domaines, et en fait, ils vont se regrouper. Quand on va parler de design, à un moment donné, on va parler de cycle de vie, on va parler d'échange de données, on va parler de data. Et on va le retrouver sur une grille d'évaluation. On arrive sur la partie grille et on commence à donner des poids. Et on commence à rentrer un peu plus dans le détail en disant sur chacune des règles, je vais donner un format et je vais expliquer à quoi ça peut correspondre et comment je peux les évaluer. La grille est relativement simple, c'est vrai, faux. À un moment donné, on a quand même des règles où on évalue par rapport au nombre d'utilisateurs.
Si je produis une API pour un seul consommateur et je la duplique pour chacun de mes consommateurs, ça ne fait pas trop de sens. Par contre, si j'ai moyen de le faire en sorte qu'il y ait plusieurs consommateurs pour mon API, j'ai un ratio qui va rentrer en ligne de compte dans l'évaluation. Ce qui est important ici, je vous parlais au début, de partager ces règles avec tout le monde. C'est que si des règles ne sont pas claires, si elles n'ont pas de sens, si vous n'utilisez pas de GraphQL, si vous ne faites pas de OData, supprimez la règle, ne la gardez pas. Si vous ne faites pas d'event, c'est un peu dommage, mais supprimez-la. Et on arrive sur cette grille qui, en premier abord, peut faire peur, mais pour que certains l'aient expérimenté, disent que c'est finalement assez facile de le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une première phase où on a produit quelque chose qui est assez statique. L'objectif est de faire évoluer cette grille, et je ferai un appel à la fin, mais on a besoin de contributions pour avoir quelque chose qui soit plus dynamique et qui rentre dans une chaîne d'intégration continue. Certaines évaluations de règles sont très faciles à automatiser. Vous voyez, vous avez votre grille d'évaluation à la fin, une fois que tous les points sont comptés. Et en fait, cette grille d'évaluation vous donne une baseline dont l'objectif est de l'améliorer. C'est pas de se dire, au fait, je suis en E, c'est grave, ou je suis en A et tout va bien pour moi. En fait, c'est de se dire, j'ai réussi à évaluer mon API, et comment je la fais évoluer dans le temps, et comment j'arrive à améliorer ce que je fais et quel est l'impact que j'ai. Allez, rentrons un peu dans le concret. On parlait des différentes règles. En fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on définit la règle, on explique à quoi elle sert. Donc ici, c'était la première étape, évaluer le carbon footprint de mon infrastructure. Nous sommes sur une plateforme d'API management qui est dans le cloud. Et en fait, à chaque fois, on se pose la question, mais quel est l'impact, à qui ça peut apporter, quelle est l'évaluation que j'ai derrière? Est-ce que ça concerne l'API designer ou est-ce que ça concerne l'API consumer? Et est-ce que ça va avoir un impact sur mon réseau, sur mon storage ou sur mon compute? Donc, où est-ce que je vais agir le plus rapidement? Là, c'est la règle de la loi de Pareto des 80-20, là où je vais mettre mon effort et là où je vais avoir l'impact le plus fort. Si je prends un exemple de certains cloud providers comme Google ou Azure, aujourd'hui, vous avez des carbon footprints qui sont à disposition. Mais ces carbon footprints ne vous permettent pas de rentrer en détail sur une plateforme d'API management, donc APGX pour la citer, pour bien la connaître, ne vous permet pas de voir finement dans l'ensemble de vos projets GCP que vous pouvez avoir, à quel endroit vous pouvez agir. Ce qu'on a fait côté Groupe Rocher avec les équipes d'infrastructure, c'est la mise à disposition de ce type de board qui permet d'aller regarder finement pour la plateforme d'API management à quel endroit est ma consommation. En l'occurrence, ici, jusqu'en mois de août l'année dernière, on se rendait compte qu'on avait une consommation qui se passait aux USA et on avait juste un équipement, on ne l'avait pas bien vu, alors que toute notre activité était en Europe. Cet équipement était global et en fait tourné aux États-Unis. Et sans ce type de board mis à disposition de l'ensemble de vos équipes, du développeur, du chef de projet, du directeur de département et même des métiers, sans ce type de board, il est difficile de dire je vais mettre un effort à un moment donné sur ce que je suis en train de réaliser. Et en l'occurrence, là on parlait de plateforme d'API management. Et en modifiant 2-3 paramètres relativement simples dans des scripts, faire agir, avoir un impact assez important. Alors ici, les grilles sont assez importantes, mais on parlait de quelques kilos d'équivalent CO2 par mois. Mais imaginez à l'échelle d'un groupe avec des centaines d'applications l'impact que ça peut avoir. Le fait de partager ce type de métriques, c'est relativement important pour avoir un impact assez fort. Mon deuxième exemple concerne l'échange de données. On considère, alors je ne vais pas rentrer dans un débat de développeurs entre les formats JSON versus XML, mais l'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est de se dire, on se pose des bonnes questions, comment je veux restituer l'information? Quel est le format que je vais mettre à disposition? Et en fait, ce qui est important, c'est de penser volume. Quand vous rédigez ce type de règles, au début, vous faites votre premier contrat d'interface, admettons que vous êtes sur de design, enfin API first, vous construisez votre API et vous vous dites, ouais, JSON versus XML, on parle de quelques octets, et au pire, si je fais du gzip sur mes appels, si je compresse mes appels, c'est ridicule, la différence est vraiment ridicule. Sauf que ramener ça au volume, 2 millions d'appels par jour, on ne parle plus de 84 kilos, enfin 84 bytes, mais on va parler de 0,17 gigabytes. Et puis si vous ramenez ça au mois, au nombre d'appels que vous pouvez avoir, c'est 5 gigas de données que vous pouvez économiser sur votre infrastructure. Je parle juste d'une API, et une API qui fait quasiment rien, puisque les deux récupèrent que juste quelques éléments. Le message que je veux passer derrière, c'est que quand on design son API, qu'on est développeur, qu'on est designer, qu'on est consommateur, qu'on est producteur, il faut toujours réfléchir au niveau du volume, qu'est-ce que ça va apporter, quels sont les impacts qu'on va avoir derrière. Et toujours sur cette histoire d'échange de données, ce qui est important, c'est qu'on a des plateformes aujourd'hui d'API management qui peuvent facilement mettre en œuvre des systèmes de cache, sans avoir à redesigner tout mon développement, sans avoir à modifier le dev. Et avec ce système de cache, en totale transparence au niveau du contrat d'interface, est-ce que c'est important que je reliste toutes les 5 minutes les magasins qui sont à disposition autour de moi, si je veux, dans une application mobile? Est-ce important d'avoir une donnée qui vient de mon back-end? Une donnée dans un cache peut être suffisante. Et L'Oréal a mis en place ce type de board qui permet aux consommateurs de voir l'usage du cache
qui est mis à disposition aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas valable sur toutes vos API, toutes vos opérations, mais l'effort que vous faites va permettre de réduire la consommation de vos backends, va réduire l'impact réseau entre votre plateforme d'API management et votre backend, ne réduira pas forcément l'impact entre votre consommateur d'API et votre plateforme d'API management, mais au moins vous aurez déjà réduit une bonne partie du trafic. La notion de transparence, c'est de bien évoquer au niveau de vos contraintes d'interface que forcément les données ne sont peut-être pas fraîches, mais c'est important de le partager. Et un autre élément, ça va être au niveau de vos query param. Ici, on parle autour des méthodes GET. Comment je peux réduire l'impact sur mes appels en mettant des systèmes de limites, en mettant des systèmes de pagination? Eh bien, tout simplement, sur l'API API adresse DataGouv, vous pouvez récupérer les adresses postales en fournissant juste le début 10 comme avenue. Et ça va me permettre de récupérer les 5 premiers résultats. Mais c'est très facile de fournir une limite et de dire, bon, finalement, non, je veux les 100 premiers résultats. Par défaut, vous n'avez pas les 100, vous n'avez que les 5. Et concrètement, il est important au niveau des API de bien définir ce type d'interface ou ce type d'usage, ce type de paramètres pour réduire les impacts que vous pouvez avoir derrière. Si on n'avait rien fait, systématiquement, on récupérait les 42 kg de données alors qu'on n'avait pas forcément besoin. Et bien sûr, c'est tellement bien conçu que si on essaie de dépasser les limites, on a un message d'erreur qui arrive. On retrouve la même chose sur d'autres catégories avec Spotify, où on va être limité sur le nombre de réponses qu'on peut avoir aussi. Et on peut voir que les impacts peuvent vite avoir une importance. Et là, l'objectif, c'était de présenter la notion d'offset, la notion de pagination que vous pouvez mettre aussi en place quand vous voulez récupérer des listes de valeurs. Je suis en train de m'étouffer, tout va bien. Je vous parlais de logs tout à l'heure, de l'impact des logs. On a la chance d'avoir une plateforme qui nous permette en fait d'aller limiter le volume de données qu'on veut avoir derrière. Alors ça concerne aussi bien les producteurs d'API que les consommateurs d'API. Ce qu'on avait sur nos plateformes, en fait, c'est qu'on récupérait, on stockait à chaque appel ce qui se passait. À chaque milliseconde, j'avais les appels. Et on était sur des API qui étaient multimarques, multi-pays. Et en fait, ça avait du sens si je voulais faire du support pour savoir ce qui s'était passé et comment se dégrader ma performance. Ça a du sens au jour J, à J+1. Mais au bout d'une semaine, je m'en fiche de savoir ce qui s'est passé à la milliseconde. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître ma volumétrie et donc d'avoir des systèmes de roll-up qui me permettent de cumuler mes données et de les agréger. Et très simplement, avec une plateforme, alors là en l'occurrence c'est avec Elastic, mais ça existe certainement avec d'autres solutions, on a réussi à agréger les données pour réduire la volumétrie d'informations que j'allais stocker et améliorer mon expérience utilisateur quand je vais requêter la base Elastic pour récupérer les résultats. L'objectif derrière, il était de se dire, quand je me projette sur une période type fête des mères, à quel moment est-ce le plus critique en termes de volumétrie, à quel moment je dois être le plus vigilant sur ce qui se passe, et est-ce que mes infrastructures vont être en capacité de tenir la prochaine édition. Alors, en effet, quand je fais ça, je vais perdre de la donnée. Mais le plus important, c'était peut-être pas forcément d'avoir le détail à la milliseconde, mais d'avoir un volume ou un impact de stockage et de trafic réseau moindre. Je vous parlais tout à l'heure de penser volume, c'est là où c'était le plus important. Merci. Merci. Quand je vous disais que ça se jouait à quelques lignes, en fait, c'est pareil. Sur la configuration de cette plateforme, eh bien, on dit on garde les données pendant 45 jours et je mets en place des rotations à l'heure, à la journée, au mois, assez facilement. Et en fait, quand j'ai fait ce travail-là, en fait, j'ai fait pour l'ensemble de mes API. Alors, juste pour vous donner quelques sources, aujourd'hui, on n'est pas tout seul à travailler sur ce genre de sujet. Pourquoi on l'a fait sur les API? Parce qu'il y avait énormément de sujets qui traitaient du front, du back, de l'infrastructure. Mais l'API qui est au cœur de tous les systèmes d'information, il n'y avait pas forcément d'outils ou de dispositifs qui nous permettaient de réfléchir autour de ça, et puis surtout de donner des exemples très précis et très concrets. Donc l'Institut du numérique responsable a produit, il y a un peu plus d'un an, 491 règles. En fait, non, c'est 516 maintenant. Ne jamais mettre son nombre dans une URL. Une autre source d'inspiration et d'information, c'est le Green Software Foundation, qui fait partie de la Linux Foundation, qui partage des patterns d'intégration qui peut être intéressant aussi à regarder et à approcher. Et sinon, vous avez le CNUMER, donc le collectif du numérique responsable, qui vous fournit énormément d'informations. Dernière petite chose, il est très facile, je vous disais au tout début, aujourd'hui on est sur des choses assez statiques, une grille d'évaluation sur format Excel ou Google Sheet. L'objectif est de rendre ça beaucoup plus dynamique et intégrer ça dans nos chaînes d'intégration continue. Le collectif Green Code travaille autour de ça avec des règles, avec Sonar, et avec l'aide des équipes qui contribuent sur ce sujet-là. L'objectif est de rendre nos règles beaucoup plus automatisables et aider les équipes de dev à être plus efficaces.
Et dernière chose, si vous voulez vous documenter autour du Green IT, je vous conseille ces 2 livres de Vincent Corboulet de l'INR et Green IT de 3 personnes de Zenica. Et je vais arriver dans le timing. On a besoin de votre aide pour continuer à contribuer. Vous avez bien compris que c'était au sein d'un collectif avec un objectif de reverser nos résultats à l'ensemble de la communauté. On a besoin de tout le monde pour contribuer. Merci. Quand vous scannez ce QR code, vous allez arriver sur le site d'API Thinking et il faut chercher le chantier API numériquement responsable. La grille est mise à disposition. J'ai bon espoir de mettre à disposition d'ici quelques semaines un repo GitHub qui permettra d'avoir les contributions de tout le monde. Une petite question, une double question quelque part. Je co-anime un meet-up d'architecture qui traite aussi de ce sujet qu'on a évoqué là autour du green avec Pôle emploi. Et je me demande du coup comment on peut faire par rapport à votre appel là, pour contribuer à tout ça, que chacun reverse ce qu'il peut à l'autre. Alors aujourd'hui, c'est au travers du collectif, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on est plusieurs membres du collectif à travailler. Donc il y a Christelle qui est ici avec nous aujourd'hui, il y a Julien et Liliana de L'Oréal. Donc on est plusieurs dans le collectif, on se rassemble une fois par mois pour contribuer. Et donc par le biais du collectif, ça peut être une bonne porte d'entrée. L'objectif derrière, c'est d'avoir, au-delà de ce point mensuel, alors qui était un peu moins mensuel en 2023, mais de ce point mensuel, que les gens puissent contribuer à tout moment en fait, au travers d'un repo. Je pense que c'est le meilleur endroit pour pouvoir le faire. Mais déjà, le collectif, c'est la bonne porte d'entrée. Alors, pas de norme, non, parce qu'il faut la faire vivre. Il faut du monde autour de cette norme. Et on voit bien autour de la Green Software Foundation, il y a une organisation, il y a du financement. On le fait tous à titre bénévole, en plus de notre travail, ce genre de choses. L'objectif est beaucoup plus, il est double, c'est d'acculturer les équipes autour du numérique responsable et de notre impact. Et puis de montrer qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites actions. Et que les API, comme on le dit depuis ce matin, en fait, est au milieu de tout le monde. Et que finalement, ça peut être le bon endroit pour agir. Merci beaucoup de votre attention.